Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 219, nous allons voir les différentes fonctions qui seront Shrink Fatten et Push Pull. Alors là, je vous montre un petit objet qu'on s'amusera à faire très rapidement, juste pour vous montrer un des aspects de Shrink Fatten. Le but, si vous voulez, c'est de vous expliquer ce qu'on va pouvoir faire avec cet objet et ce qu'on ne peut pas faire en fin de compte avec la fonction Extrude. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc comme évoqué dans l'introduction, en fin de compte, on va faire en sorte de regarder les outils Shrink Fatten et Push Pull. Alors pour cela, on va faire en sorte de sélectionner l'élément, le supprimer et on va prendre deux sphères. Alors avant, je vais mettre en 1, en vue orthogonale. Voilà, je suis orthogonal et je suis en 1. Parfait. Je vais faire en sorte de faire Shift C pour mettre mon curseur au milieu et on y va. Shift A, je vais mettre par exemple une UV sphère. Je vais la mettre ici et je vais carrément faire un Shift D, X et je vais la mettre ici. Quand vous sélectionnez un élément et qu'on se met en mode édition, ici vous avez donc les différents éléments. J'ai fait en sorte en fin de compte de vous faire un cours sur les deux parce que je me suis dit Shrink Fatten, j'avoue que c'est des outils que j'utilise pas trop souvent, enfin Shrink Fatten si, mais Push Pull pas trop. Qu'en est-il de la différence? En fin de compte, Shrink Fatten, cet outil si vous voulez va créer comme des translations au niveau des sommets, arêtes ou faces par rapport à sa normale. Tout à l'heure je vais vous montrer qu'est-ce que j'appelle une normale. Par rapport à Push Pull qui lui va plutôt déplacer les éléments sélectionnés mais si vous voulez en les rapprochant ou en les éloignant les uns des autres. Voilà ce que ça veut dire. Alors, pour être plus précis, on va faire un exemple. Vous voyez, j'ai fait exprès de prendre les deux mêmes sphères, comme ça au moins on est tranquille. Donc là, je vais sélectionner comme ça. Pardon, avant, CTRL Tab, je me mets en face. Je sélectionne mon élément, d'accord? Ici, je vais cliquer sur Shrink Fatten et regardez ce qui se passe. Je fais rien du tout, je fais juste un petit déplacé pour vous montrer, d'accord? J'appuie sur 1, je vais faire de même sur l'autre. Donc, on était à peu près ici. Je vais mettre, je pense que c'était lui, voilà. Et cette fois-ci, je vais faire un push-pull. Déjà, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Comme je vous disais, le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler par rapport à la gestion des normales. Et le deuxième, en fin de compte, il va étirer, donc il va rapprocher ou éloigner tout simplement les vertices sélectionnés. C'est exactement ce qui se passe. Donc vous aurez déjà deux effets différents. Moi, je vous avouerai que au niveau de Shrink Fatten, par exemple, j'utilise beaucoup pour faire des rentrées de matériaux. Alors je vais vous montrer. Donc je vais mettre comme ça. Avant, je vais vous montrer autre chose. On va faire UV sphère. On va le mettre ici, d'accord? Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer différemment par rapport à un cube. Vous allez voir que vous allez vite comprendre de quoi je parle. Donc Shift A, on va prendre un cube, d'accord? On le met ici. Celui-ci, je vais le dupliquer. X, et on le met ici. Eux, je vais les enlever parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc on va les déplacer, on va les mettre ici. Et lui, je vais faire un B pour le sélectionner. G, X, et on se met ici. Bon, il m'a tout sélectionné, mais c'est pas très grave. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est de prendre mon premier, d'accord? Donc lui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en mode ici édition. Je vais sélectionner simplement mes faces. Donc j'appuie sur Alt pour sélectionner que mes faces. Et je vais faire ici un Shrink Fatten. Donc si je le fais, évidemment, il ne se passe rien. Normal, puisqu'en fin de compte, il va juste, si vous voulez, étirer votre élément, parce qu'on n'a pas beaucoup de faces. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais faire un E. Une fois, et j'appuie sur le bouton droit de ma souris pour annuler mon extrude. Et là, je vais faire un Shrink Fatten. Regardez. Vous pouvez faire, au niveau du Shrink Fatten, vous avez des options qui sont intéressantes ici. Si vous faites par exemple Offset Even, c'est souvent celle-ci que je me sers, qui va tout simplement faire en sorte d'avoir le même décalage. Et après ici, vous allez pouvoir jouer sur le décalage. Ensuite ici, vous allez pouvoir, si vous voulez, jouer sur l'édition proportionnelle, pour par exemple donner un effet plus intéressant. Prenons maintenant le deuxième cube. Donc là, je vais faire en sorte de mettre en mode édition. Je vais sélectionner mes faces simplement ce qui m'intéresse, d'accord? Et je vais cliquer ici. Avant, pardon, je vais faire un extrude. Et j'annule mon extrude. Très bien. Je vais cliquer maintenant sur Push-Pull. Et regardez ce qui se passe. Comme on vous a expliqué, en fin de compte, celui-ci va éloigner ou rapprocher les éléments. Mais vous voyez, il ne s'occupe pas vraiment de mes faces. Il fait comme un étirement. Là, il ne va pas s'occuper par rapport à mes normales. Les normales, rappelez-vous, si j'appuie sur N, vous les retrouvez ici. Et en fin de compte, si j'agrandis un peu, c'est tout simplement un trait qui est perpendiculaire à une face. C'est pour ça qu'ici, si on regarde par rapport à Shrink Fatten et Push Pull, on s'aperçoit que ceux-ci sont comportés complètement différemment. Regardez. Je regarde ici, je fais en sorte de réactiver mes éléments. Alors il y en a peut-être un peu trop. Ça vous montre bien, en fin de compte, que mes petits traits bleus,
vous pouvez bien voir que mon trait bleu est bien perpendiculaire à ma face. D'où l'intérêt du shrink fatten. Par contre, dans le cas du push-pull, lui, il va tout simplement étirer la matière, ou pas plutôt vos faces, vos edges ou vos vertices, mais juste de manière, on va dire, horizontale dans ce cas précis. D'accord? Regardez, je vais vous montrer un autre exemple. On va prendre une troisième sphère. Alors là, ce que je vais faire, je vais partir sur un autre calque, tout simplement. Hop, voilà. Je me mets en 1. Et ici, je vais faire en sorte de prendre, par exemple, une UV-sphère. Alors avant j'ai fait Shift C, et maintenant je fais Shift A pour mettre une UV-sphère. Je vais l'agrandir un peu, et vous allez voir ce qu'on peut faire, ce qui est vraiment super intéressant avec surtout le shrink fatten. Donc là, ma sphère est entièrement sélectionnée. Alors je vais faire en sorte de sélectionner différents éléments. Par exemple celui-ci. Ensuite avec A enfoncé, je vais sélectionner et Shift enfoncé, pardon. Donc je le reprendrai tout à l'heure, c'est pas grave. On va sélectionner, vous voyez, une ligne sur deux. Et ici, on va reprendre C en gardant Shift enfoncé parce que sinon, vous allez tout perdre. Alors pourquoi il veut pas? Alors attendez. Voilà. Hop. Faut pas appuyer sur Shift bien évidemment parce que sinon il comprend pas. Et là par contre, voilà, parfait. Je me remets en 1. On est en 5, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Je vais faire en sorte de faire un extrude. Vous allez voir, ça fait quelque chose de super moche. J'annule mon extrude. Et là, par contre, je vais servir de quelque chose de très intéressant qui s'appelle le shrink fatten, que vous connaissez, puisqu'on vient de le voir à l'instant. Et regardez ce qu'on peut faire de très intéressant. C'est que lui, en fin de compte, comme je vous ai dit, il va travailler sur les normales. Donc, il va pouvoir vous faire vraiment quelque chose de super intéressant. Vous voyez, par exemple, on va pouvoir faire rentrer vos éléments directement comme ça. Et croyez-moi, c'est pas possible avec, par exemple, un extrude, parce que l'extrude, vous allez pouvoir faire un extrude par région, un extrude sur les normales, ou un extrude sur un extrude simple en fin de compte. Regardez, on va voir de suite ce que ça donne. Je vais reprendre une autre sphère. D'accord? X, je la déplace, on la met ici, on va l'agrandir un peu pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais faire en sorte de sélectionner celui-là et celui-là par exemple, en gardant Shift enfoncé. D'accord? Si ici je me sers des extrudes, vous avez extrude région. Je clique dessus. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va faire un extrude, mais vous voyez, un peu bizarre, quoi. Donc déjà, c'est pas le bon. Extrude individuel. Alors celui-là, il est intéressant, mais vous voyez, le problème, c'est que, en fin de compte, ici, mes éléments ne sont pas reliés ensemble. Donc ça, c'est dommage. Et après, le dernier que vous avez, c'est extrude par rapport au normal. Mais ça sera exactement pareil, c'est que lui, en fin de compte, il va faire de l'individuel, mais ils ne vont pas être liés. Donc la seule façon que vous aurez de faire ce genre d'effet, donc si j'annule ici, voilà, ça sera de faire un extrude, d'annuler votre extrude et vous servir de shrink fatten. Et grâce à ça, vous pourrez faire vraiment quelque chose de truc très intéressant. En gros, rappelez-vous simplement que le shrink fatten va travailler sur les normales et que le push-pull va travailler tout simplement sur, on va dire, l'éloignement ou le rapprochement de votre élément ou vos éléments sélectionnés. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur le shrink fatten. Alors, c'est une vidéo assez rapide, mais il n'y a pas grand-chose à dire, enfin en tout cas de ce que j'en connais. Et je trouvais intéressant de lier les deux, en l'occurrence vous expliquer comment fonctionne shrink fatten et push-pull pour voir un peu comment ça fonctionne. Moi j'avoue ce que je trouve très décevant sur Blender pour l'instant, parce que je travaille aussi sur SketchUp, c'est le fameux tirer-pousser. Et je pensais que le fameux push-pull c'était ça, et manque de chance non. Vous savez quand vous voulez tirer de la matière directement, pour ceux qui connaissent SketchUp ils doivent très bien comprendre de quoi je parle, on appelle ça le tirer-pousser, et c'est très facile, vous pouvez faire des trous. Là, dans ce cas-là, c'est pas du tout pareil. Je vous ferai plus tard une vidéo pour vous expliquer comment faire des trous et vous verrez que c'est pas si évident que ça. Surtout quand on attaque par exemple les fonctions booléennes avec... donc c'est ici, au niveau des modifieurs, vous avez ici la fonction booléen et vous allez pouvoir créer des trous. Mais là je dérive par rapport à mon cours, on va rester sur shrink fatten. Ok, pour finir, en fin de compte, on va s'amuser tout simplement à dessiner une petite lampe que j'ai récupérée sur Google en tapant tout simplement ampoule. Vous voyez, j'ai tout simplement tapé ampoule et puis en fin de compte, en cliquant ici sur image, j'ai récupéré cette ampoule-là. Ce que j'ai fait ici, j'ai fait bouton droit de la souris et j'ai fait enregistrer mon image à l'endroit qui m'intéresse. Ensuite, sur Blender, j'ai fait en sorte de la récupérer. Alors pour la récupérer, vous allez ici vous tapez en fin de compte dans le menu N, tapez sur la touche N, pardon, afin d'accéder à différents menus. En l'occurrence, vous allez retrouver celui-ci dans, vous voyez, c'est marqué Background Image. Ici, vous cliquez sur Add Image, vous allez récupérer l'image où elle se trouve.
Une fois que celle-ci est mise en place, il va falloir la bouger un peu. Vous voyez, afin que mon trait ici, en l'occurrence Z, soit bien au milieu de ma lampe. Ce qu'on va faire, en fin de compte, vous voyez, c'est très simple. On va faire Shift A, on va ajouter un plane. Ici, je vais faire en sorte de l'aligner. Je vais faire en sorte de mettre en mode édition, récupérer un vertice, faire CTRL I pour inverser, X pour supprimer. Je me retrouve donc avec un seul endroit, enfin un seul point, pardon. Ce que je vais faire maintenant, c'est passer ma géométrie au niveau de mon curseur. Donc je vais faire origine to 3D cursor. D'accord? Et après ici, je vais faire géométrie to origine. Comme ça, vous voyez, on n'a plus rien. Ensuite, ici, je vais déplacer et je vais mettre ici. Vous allez voir, c'est très simple. Ensuite, j'appuie sur tabulation pour être en mode édition. Je sélectionne tout en appuyant A. Je sélectionne tout, pardon, en appuyant sur la touche A. Et j'appuie sur E afin d'extruder. Et automatiquement, on va pouvoir faire une extrusion. Alors, je vais vous faire un truc super rapide. Parce que le but de cette vidéo, c'est pas vous expliquer comment dessiner cette lampe. C'est vraiment vous montrer que, par exemple, dans le cas de Shrink Fatten, il va être très intéressant d'utiliser cette fonction. Donc là, je vous dis, je vous fais un truc super rapide. Hein. Alors, ne m'en veuillez pas. Hop. Alors tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait plein de vidéos sur l'outil Spin, justement, pour expliquer comment celui-ci fonctionne. Voilà, on arrive ici, c'est parfait. Je sélectionne l'ensemble de mon élément, je me mets en vue dessus, d'accord? Faites vraiment attention que votre curseur 3D soit à cet endroit-là, au niveau du centre, sinon ça ne fonctionnera pas. Et je vais cliquer ici sur Spin. Automatiquement ici, je vais définir en step 16. D'accord? Et ensuite, ici, je vais marquer 360. Pour l'instant, tout va bien. Et vous allez voir qu'automatiquement, ma lampe a été dessinée. Ensuite, j'appuie sur A pour tout sélectionner et je clique sur Remove Deball afin de supprimer, comme vous pouvez voir là-haut, 32 vertices de supprimer. Le but est de faire quoi? Je vais me remettre en 1. Le but ici, en fin de compte, serait de créer approximativement la même chose. Alors, évidemment, il ne faudrait pas faire comme ça, mais je vais vous montrer ça. Donc, on va faire quoi? On va faire différents edge loops. On va faire 6, ça me paraît pas mal. D'accord? 6. Je désélectionne tout, pardon. Shift enfoncé Alt et je vais donc passer en mode face. CTRL Tab, face. D'accord? Shift enfoncé Alt, je sélectionne le premier, le deuxième et le troisième. J'appuie sur E. Et si je fais ça, en fin de compte, je vais annuler mon extrude. Et maintenant, grâce au Shrink Fatten ou alors la commande Alt S, je vais pouvoir faire, voyez, ce genre de choses. Ce qui ne serait pas possible avec un extrude, comme je vous expliquais la dernière fois. Voilà le genre de choses qu'on pourrait s'amuser à dessiner, par exemple. Alors évidemment, ça ne ressemble pas vraiment à la lampe, surtout au niveau du pas de vis, mais c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire soit à l'intérieur, soit si je fais Alt S, à l'extérieur ou à l'intérieur, vous voyez? Ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est vraiment pratique pour pouvoir commencer à dessiner des choses dans ce style-là, puisque l'extrude, si vous voulez, ne peut pas se permettre de faire n'a pas ce genre de fonction en tout cas. Il ne va pas réussir à lier l'ensemble. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi je continue à faire des vidéos sur Blender 219, tout simplement parce que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de puissantes machines pour pouvoir utiliser la 2.8 ou la 2.81, même la 2.82 qui me semble qu'est sortie récemment. Donc si vous voulez, cette année, je vais continuer à travailler sur la 219 avec différents outils. On est quand même à 53 vidéos, donc ça vous apprend plein de choses. Et croyez-moi, je suis beaucoup sur la modélisation parce que j'estime que c'est vraiment pour moi les bases de ce logiciel. Il est extrêmement puissant, on peut tout faire avec. Évidemment, sous réserve, il y a une machine puissante, du temps, enfin... et beaucoup de patience, bien évidemment, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que ceux qui sont intéressés, je fais aussi des vidéos sur la 2.8, où là aussi je parle outil par outil. En fin de compte, je continue pour l'instant sur la 219, et bien évidemment, je continue aussi sur la 2.8. Je pense que l'année prochaine, je m'arrêterai et je travaillerai sur la 2.8, mais ça dépend. Ça dépendra du nombre de personnes qui regardent mes vidéos, et ainsi de suite. Donc, ne me dites pas à chaque fois, oui, pourquoi tu fais la 219? Je le fais parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par 219, comme quoi ils n'ont pas assez de puissance de machine. Et ça me paraît logique, hein, c'est... Pourquoi toujours partir sur le plus récent? Alors évidemment, la 2.8 est très intéressante, il y a plein de choses nouveaux, mais malgré tout, les bases de Blender n'ont pas tant évolué que ça. Hein. Il y a, si vous voulez, il faut pas non plus dire oh, la 219 et la 2.8 c'est complètement différent. Pas tant que ça. Il y a beaucoup de bases extrêmement intéressantes qui sont, si vous voulez, identiques à la 2.8. Hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.